Informations, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Amadou Kanouté. C'est le directeur exécutif de SICODEV. SICODEV, c'est l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Bonsoir, monsieur Kanouté. Amadou Kanouté. Nous allons parler toujours de cette concertation contre la vie chère. Vous avez pris part avec votre organisation à la rencontre avec le chef de l'État. Il y a eu 15 mesures. Est-ce que vous vous retrouvez par rapport à vos propositions sur ces 15 mesures déjà prises en attendant les concertations sectorielles attendues sur la table du président de la République le 20 octobre au plus tard? Monsieur Kanouté. Oui, merci beaucoup. Je le ferai avec plaisir, d'autant plus que sur les 15 mesures, au moins une bonne dizaine, oui. Environ 11, répondent de manière spécifique aux demandes que nous avions mises au devant de notre intervention devant le président. Parmi celles-ci, évidemment, la question, la réponse qu'il a donnée par rapport au riz, par rapport au pain, en disant qu'il allait payer la compensation qui était due au meunier. On connaît la place du pain dans notre système alimentaire au Sénégal. On connaît aussi la place qu'occupe le riz dans notre système alimentaire. Donc, ça, c'est deux premières mesures qui, me semble-t-il, répondent ou ont en tout cas une bonne capacité à faire baisser les prix des denrées, particulièrement les plus essentielles. Mais l'éducation à la consommation également, quand il appelle, quand le chef de l'État appelle à changer d'habitude alimentaire, de consommation. Que si. Il va de soi que s'il faut importer encore quelques 200 000 tonnes de riz par année, c'est beaucoup. Et on le voit bien, l'une des mesures qu'il a d'ailleurs adoptées, c'était de dire qu'on allait négocier avec le gouvernement indien pour nous permettre d'avoir du riz, quelle que soit la situation. Mais ceci dit quoi? Ceci dit que si nous voulons aller vers le choix qu'il a fait, d'aller vers la souveraineté alimentaire, il nous faut vraiment travailler à nous assurer que nous avons les moyens et les capacités de mettre les producteurs dans les conditions qui leur permettent de produire pour pouvoir répondre à nos attentes. Et c'est l'une des mesures. Donc, sur ces mesures qui sont liées au riz et au pain, promouvoir le consommé local participe de tout cela. Et c'est à cet égard aussi que nous avions dit que si on veut aller vers la souveraineté alimentaire, il nous faut veiller à ne pas promulguer une loi qui autorise l'importation, la mise sur le marché des produits OGM, parce que ça fera que nos paysans que nous cherchons à libérer, à qui nous voulons donner les moyens de bien produire, nous allons en fait les mettre dans une dépendance qui fera que chaque année, ils vont devoir acheter des semences. Alors, M. Kanouté, est-ce que votre plaidoyer en faveur de la non-promulgation donc, de cette loi sur la biosécurité et les OGM, est-ce que votre plaidoyer a trouvé écho favorable auprès du chef de l'État? Nous n'avons pas eu de réponse, mais on le savait, que ça n'était pas le lieu. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'attirer l'attention et de dire, la législature sortante a voté en procédure d'urgence, sans débat, sans consultation, une loi qui abroge celle de 2009, qui interdisait l'importation, la production, la mise sur le marché de produits OGM. On n'a pas compris cette précipitation. Et là, la loi ayant été votée par l'Assemblée nationale sortante, il ne reste plus que la promulgation qui doit être faite par le chef de l'État. L'occasion était bonne d'attirer son attention en l'exhortant, en lui disant, votre vision de la souveraineté alimentaire, votre vision de la transition écologique s'accommoderait mal de l'introduction, de la production et de la commercialisation des produits OGM. Notre objectif, c'était d'attirer son attention en l'exhortant à ne pas promulguer cette loi. Alors, on parle des chiffres d'une étude que votre institut a menée. Les résultats de cette récente étude sur la cherté de la vie au plan national et les solutions et autres plans pour y remédier. Quels sont les déterminants donc, de l'étude?
Les déterminants de l'étude, si je comprends, comme étant qu'est-ce qui explique que la mesure qui avait été arrêtée par le chef de l'État en Conseil des ministres en février pour dire je veux que les prix baissent. Oui. Par rapport à cela, notre étude, notre enquête de terrain, ce qu'elle a révélé, c'était que les différents stades de commerce, grossistes, semi-grossistes, détaillants, étaient en train de te jeter la balle l'un et l'autre en disant nous ne pouvons pas baisser les prix, nous allons vendre à perte parce que mon fournisseur n'a pas respecté la décision. Et c'est pourquoi l'une des décisions arrêtées par le chef de l'État, c'était de dire, et ça répond à notre attente, qui était de mettre sur la table la demande de dire il faut qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui permette la surveillance des prix. Il ne s'agit pas tout simplement de dire le riz doit coûter 330 francs. Non, il faut homologuer ce prix, que tout le monde l'entende, mais qu'en même temps on dote la direction du commerce intérieur, c'est une réponse favorable qu'il y a eu ici, qu'on dote la direction... Avec les 1000 volontaires. Eh bien voilà, de la consommation. Oui. Et ça répond vraiment à une de nos attentes qui était de dire il faut qu'on puisse assurer la surveillance des marchés dans une approche communautaire. Approche communautaire ne peut être mieux que de prendre 1000 jeunes volontaires qui vont travailler avec la direction du commerce intérieur, qui vont travailler avec les associations de consommateurs pour s'assurer qu'après avoir fixé les prix, il y a un suivi sur le marché. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut qu'on puisse dire le prix de temps et que nous nous assurons que les moyens sont donnés à la direction du commerce intérieur pour aller voir si ces prix sont effectifs. Sinon, vous savez ce qui se passe? Mais il se passe que les prix sont affichés devant la boutique. Vous entrez et vous dites, mais non, le riz est censé être vendu à 300 francs le kilo. Et le gars vous dit, allez discuter ça avec ceux qui ont décidé de ces prix. Moi, je vends à 300 francs. Exactement, parce que j'ai acheté à... Oui. Exactement. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres, quelques chiffres qui vont nous donner de la visibilité chiffres qui par nous rapport à... vraiment important, c'était par rapport à l'effectivité de l'application de la décision. Mais tenez-vous bien, à cet égard, 82% des consommateurs enquêtés disent que la décision n'est pas appliquée dans leurs différents points de vente. Vous imaginez, 82% des gens qui ont été enquêtés disent non, la décision, c'est pas appliqué. Mais alors, celle-là est suivie de, quand on leur a demandé, pourquoi pensez-vous que ça n'est pas effectif dans vos points de vente, dans les points de vente où vous allez, 72% des consommateurs disent qu'ils ne savent pas. À peu près 20% disent c'est parce que les taxes. Il y a des taxes et des impôts. Mais tout ceci se passe au moment où l'État, entre septembre 2021 et février 2022, a renoncé à 97 milliards de francs CFA pour pouvoir alléger les prix pour les consommateurs que nous sommes, pour les ménages que nous sommes. Et c'est là que nous disons, on ne peut pas dépenser autant d'argent pour vous permettre, à vous et à moi, de pouvoir accéder à des denrées de première nécessité et que les prix restent au niveau fixé plus haut. Donc, c'est là que nous avons dit, vu le fait que les différents stades de commerce se renvoient la balle et disent je ne peux pas baisser, je vais vendre à perte parce que mon fournisseur n'a pas respecté les prix, le chef de l'État a décidé de mettre en place un système, de numéro vert, qui permet aux consommateurs qui ont dit qu'ils ne savent pas où se plaindre, où faire des réclamations, ben, un numéro vert va être mis en place pour leur permettre d'appeler gratuitement et de dire le prix du riz est de ton, mais telle boutique dans tel quartier est en train de le vendre à tel. Suivi des jeunes volontaires, suivi de l'action menée par la direction du commerce intérieur, alors nous avons vraiment un marché qui est réactif. Il n'y a que cela. Décision, suivi de monitoring sur le marché, retour vers le décideur. Vous avez d'autres chiffres qui nous parlent là? Ben oui, d'autres chiffres qui vous parlent. Ben, ce serait de dire que quand les consommateurs disent
qu'ils ne savent pas où se plaindre à 72%. Ça révèle qu'il y a une opacité sur le marché. Il y a une opacité parce qu'un marché transparent, juste et équitable doit vous permettre, Michel Der, quand vous avez des réclamations, de savoir où vous devez aller voter. 72% des consommateurs que nous avons enquêtés disent qu'ils ne savent pas. Et c'est pourquoi nous avons fait la demande de dire il faut que nous puissions avoir la possibilité de renforcer les capacités des organisations de consommateurs, de mettre en place aussi un espace de dialogue où les acteurs économiques, comme cela a été fait lundi, que les acteurs économiques puissent se retrouver et discuter. Le chef de l'État a accédé à cette demande en disant que dans le calendrier républicain, tous les 15 mars de chaque année, le 15 mars correspondant à la journée mondiale des droits des consommateurs adoptée par les Nations Unies, il va recevoir les organisations de consommateurs, les autres acteurs économiques, tel que ça a été fait. Vous tenez votre 1er mai en quelque sorte, quoi, vous les consommateurs. Là, je dois dire que c'est quelque chose qui est une première peut-être en Afrique. Et il faut qu'on se félicite de ça, que cet esprit de dialogue que nous cherchions, cet esprit de reconnaissance du mouvement consommateur, les premiers pas sont posés pour cela. Une rencontre annuelle, parce que cela était attendu. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays un conseil présidentiel des investisseurs sans son pendant qui est un conseil présidentiel de la consommation. Là, aujourd'hui, la réponse est là. Alors, quelles sont concrètement aussi vos propositions pour une souveraineté alimentaire? Pour une souveraineté alimentaire, il faut qu'on puisse doter, et ça c'est l'une des décisions que le chef de l'État a adoptées, il faut que nous puissions doter les producteurs de la possibilité de produire et en quantité. Ça, mais vous savez, le système alimentaire part de la semence. Puisque ça part de la semence, après il y a la distribution, la transformation, la distribution, le transport, la consommation, la gestion des déchets. Il faut que tout ce système alimentaire puisse être intégré. Que nous puissions vraiment avoir comme un serpent qui se mord la queue. C'est de la semence jusqu'à la gestion des déchets, en passant par la distribution, la consommation, la transformation et toutes ces étapes-là. Si le Sénégal décide d'aller vers la souveraineté alimentaire, il faut que nous puissions avoir une politique volontariste qui dise nous allons appuyer la production dans les secteurs où nous avons des besoins qui entrent dans nos besoins de système alimentaire. Et ça, c'est à travers des décisions fortes, comme un ministère qui maintenant porte de manière institutionnelle et de manière très visible le vocable souveraineté alimentaire. D'autant plus que ce ne sont pas les bras qui vont manquer. Moi, quand je vois dans les embouteillages les vendeurs à la sauvette, tous très jeunes, dans les points aussi de transport, taxi, les garages de taxi, où ce sont les jeunes qui se mettent au lavage des véhicules. Je me dis quel gâchis, tout ce beau monde aurait pu bien se retrouver autour des DAC et des ZAC. En fait, on a énormément de terres cultivables voilà, pour cette jeunesse. Exactement, et c'est ça notre force en Afrique, et particulièrement. Il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a de la terre. Nous avons les terres, nous avons l'eau, nous avons les jeunes. Mais alors, c'est pourquoi, si vous me dites quelle est votre proposition pour aller vers la souveraineté alimentaire, je dis c'est l'agroécologie. Et le chef de l'État, dans son PSE vert, a retenu comme l'un des piliers la transition vers l'agroécologie. Ça fait quoi? Tenez-vous bien. Une étude de IPES Food dit bien que si les températures continuent à augmenter de 2 degrés, d'ici à 2050, la production alimentaire va baisser de 40%. Pendant que la production alimentaire, mil, sorgho et consorts, va baisser de 40%, la population en Afrique va augmenter de 50%.
l'alimentation, la production alimentaire baisse, la population augmente. Ouais. L'enjeu, c'est là. Et c'est pourquoi, quand on a demandé à la science les solutions, c'est quoi? La science propose comme l'une des solutions l'agroécologie. En disant, l'agroécologie, ça intègre la foresterie, ça intègre l'élevage, ça intègre la régénération des sols. Et tout cela fait qu'avec les arbres, nous avons créé des puits de carbone. C'est-à-dire tous ces gaz qui vont monter pour aller créer un trou dans la couche de zone, avec l'effet de serre. Ben non, les arbres vont les aspirer et les enfouir. Et comme ça, nous sommes en train de faire baisser et la température et les risques de crise climatique dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est pourquoi nous avons enjoint les négociateurs africains qui vont aller en Égypte pour la COP25, en leur disant, mettez l'agroécologie au cœur de vos discussions si vous voulez avoir une solution au changement climatique, à l'adaptation et à la mitigation. L'Afrique a un avantage comparatif extraordinaire. Il nous faut pouvoir la saisir. Alors très rapidement, le temps malheureusement nous est compté. Mais comment aussi parmi vos propositions réaliser le passage de la couverture maladie universelle à la couverture sanitaire universelle au Sénégal? Comment? Le ministère de la Santé est en train d'y réfléchir et nous a conviés à des réflexions sur cela. Mais ça demanderait au moins 3 choses. La première, c'est une bonne coordination. Parce que quand vous passez de la CMU, la couverture maladie universelle, où votre focus était sur la maladie, et vous passez à la couverture sanitaire universelle, vous êtes en train de travailler sur les différents secteurs qui contribuent à la santé. Les déterminants de la santé, c'est l'accès à l'eau, un environnement propre, les comportements. Mais tenez-vous bien, 42% des décès dans ce pays sont dus au MNT, les maladies non transmissibles. Le tabac, il joue une fonction très forte. Et donc c'est pourquoi nous avons demandé au chef de l'État qu'il puisse faire instaurer une taxe parafiscale pour financer les fonds de lutte contre ces maladies. Exactement. Pour le tabac. Non, pour dire que j'ai bien suivi vos discours. Je me rends compte que je m'en réjouis. Merci beaucoup, M. Kanouté. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Monsieur Amadou Cheikh Kanouté. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci.